Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Trois principaux sujets d'actualité s'offrent à nous ce dimanche et nous nous offrons le luxe de les décrypter pour vous à la maison. Droit de réponse revient notamment sur l'anniversaire de la célébration de l'accession du président Biya à la magistrature suprême. Ces 35 ans ont été célébrés avec faste par tous les militants du RDPC sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour nous de faire le bilan de ces nombreuses années de règne. Ensuite, nous reparlerons de la crise anglophone avec le passage à la radicalisation de certains contestataires. La semaine qui s'achève aura été particulièrement sanglante pour les forces de maintien de l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et enfin, nous nous intéresserons à Boko Haram avec l'équation de la difficile réintégration en territoire camerounais. Des combattants, des ex-combattants de la secte islamique tentent de revenir au Cameroun. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Nous accueillons Flavien Dongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien. Bonjour Kate, bonjour à tous les panélistes qui sont déjà sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Voilà. Alors, la presse cette semaine, comme vous le savez, avec des sujets évoqués, nous allons commencer par la Nouvelle Expression et même bien d'autres journaux aussi. Mais ici, concernant notamment la crise qui se radicalise, la crise anglophone notamment, le journal Essentiel a titré cette semaine que les sécessionnistes ont d'ailleurs déclaré la guerre au Cameroun. Pour justifier cette annonce, le journal s'est intéressé, bien entendu, aux différents incendies survenus à Djakiri et à Tiko, le nombre de gendarmes tués ou encore assassinés par les assaillants. Et du coup, donc, précise l'essentiel. Le gouvernement a déployé donc un important nombre d'éléments du BI, le bataillon d'intervention rapide à Bamenda. Que sont donc devenus les hommes, les donneurs de leçons dans la crise anglophone? S'interroge davantage le journal L'Essentiel. Le quotidien Le Jour qui ne répond pas à cette question, c'est donc complètement ou simplement compté, s'est intéressé plutôt aux morts survenus suite donc à l'affrontement entre les forces de l'ordre et bien entendu les individus masqués décidés donc à s'aimer la terreur dans le nord-ouest. Selon Le Jour, c'est à la suite donc des échanges de tirs qu'un gendarme a trouvé la mort. Donc les deux autres dans les circonstances différentes et deux civils. C'est la raison pour laquelle le journal parle bien sûr de 5 personnes tuées dans 3 attaques à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune souligne que cet état de choses est donc inacceptable. C'est la une du journal. Cameroun Tribune fait savoir que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, en mettant d'ailleurs un communiqué et qui transmet les condoléances du chef de l'État aux familles des défunts, c'est donc insurgé contre l'attitude même de ces sans-foi-ni-loi qui sème la terreur dans les régions anglophones. Alors, mutation rassure, et selon bien sûr le ministre de la Communication, que les assassins du gendarme à Djakiri ont été donc interpellés et sont donc sous exploitation pour comprendre les mobiles de leur comportement que certains qualifient aujourd'hui de malsains. D'ailleurs, dans une parution toujours du journal Mutation, le journal a laissé dire que l'ordre est donc dans la rue et assassiné donc à Bamenda. Là-bas, on ne contrôle presque plus rien. C'est ce que précise d'ailleurs le journal Mutation. Voilà du moins ce qui est pour le premier sujet de ce rendez-vous dominical. Le second sujet parle donc des 35 ans de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. La presse n'a pas manqué l'occasion également de revenir dessus et donner la parole à quelques acteurs. La Nouvelle Expression, par exemple, n'a pas manqué donc l'occasion de donner, de relayer même des propos de certains acteurs de la société civile et même des analystes politiques. Le bilan de Paul Biya est donc à la tête de l'État du Cameroun au sein du RDPC. Certains acteurs, les militants de première heure notamment, tels que Emmanuel Com et bien sûr Joseph Victor Ateba, pense que le bilan des 35 ans de Paul Biya est donc mitigé pour des raisons exogènes. Bien plus, donc la création de certaines institutions étatiques a tout simplement amélioré la gouvernance au Cameroun, même si on a évoqué quelques points noirs qui sont également dans le journal, donc la Nouvelle Expression. Dans l'opposition, l'on estime que le 6 novembre devrait donc être une journée de deuil national à cause notamment de la situation sociopolitique qui dégrade davantage le pays. A laissé dire Pierre Soukam, qui est d'ailleurs du Social Démocratie Front, pour Maître Fidèle Djoumessi du MRC, le pays est plutôt en morceaux, il faut chercher à les recoller et la raison pour laquelle il faut simplement remplacer celui qui est à la tête de l'État du Cameroun. À l'UDC, on a appris que pour les 35 ans du renouveau, il y a le risque de séisme donc en préparation depuis un certain temps. Il faut donc faire attention, c'est ce que dit d'ailleurs le porte-parole de l'UDC qui intervenait dans le journal, le journal La Nouvelle Expression. Pour le journal Repère, en 35 ans de règne, malgré notamment les crises sociopolitiques, Paul Biya a réussi à créer donc un climat de paix, même si le journal fait savoir que c'est
plus qu'une affaire de militantisme que de réalisation pour la paix au Cameroun. Donc un titre qui ne corrobore pas avec celui proposé par Germinal, qui pense plutôt que le 6 novembre 1982 est donc la date du début de la malédiction pour le Cameroun, qui évolue donc aujourd'hui loin de la rigueur et la moralisation. Selon le journal, toutes les promesses faites par l'homme lion ne sont pas réalisées jusqu'à ce jour. Et selon bien sûr Germinal, c'est d'ailleurs la débrouillardise qui anime les Camerounais. Et tout ça n'est pas l'affaire du président de la République qui cherche toujours à briguer un autre mandat. Voilà ce que la presse propose concernant ces sujets. Merci à vous Flavien pour cette revue de la presse. On vous retrouve comme à l'accoutumée demain lundi sur le plateau de Cadence Matinale. Bien entendu, c'est un rendez-vous. Merci. Nous poursuivons dans cette édition de Droit de réponse déjà en vous présentant le panel qui nous accompagnera tout au long de cette édition. On va commencer par ma droite et celui que je m'apprête à vous présenter est tout de même reconnu pour ses positions assez tranchées au sein de son parti. D'aucuns vont même jusqu'à le considérer comme un véritable rebelle. Il s'appelle Saint-Éloi Bonaventure Bidon et il a accepté d'être présent sur le plateau de Droit de réponse de ce dimanche. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'insigne honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. La dernière fois que j'étais là, c'est pas vous qui présentiez l'émission. Et la dernière fois que j'étais à une émission, c'est vous qui posiez des questions. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en train de présenter. Je crois que c'est. Non, c'est une promotion. Et c'est une émission qui monte droit de réponse. Et maintenez la barque. Merci beaucoup. Alors, il faut préciser déjà à votre suite que vous avez fait une sortie déjà dans le quotidien Mutation et également sur votre compte Facebook, une publication dans laquelle on peut se rendre compte de ce que vous dites. Ceux qui incitent le président de la République à se repositionner, à se représenter à la présidentielle sont des personnes qui n'aiment pas le Cameroun et encore moins le parti. Non, je crois que le RDP c'est un grand parti politique, sauf qu'il est infesté par un certain nombre de charlatans qui pensent que pousser le président à être candidat signifie pour autant qu'ils sont avec lui. J'ai dit non. Le président Biya a tout donné au Cameroun. Il a beaucoup donné au Cameroun. Il a tout donné. Et je suis de ceux qui pensent que quand on a une gibecière aussi pleine que la sienne et qu'on peut brandir tous les trophées, il faut pouvoir reculer pour regarder dans le rétroviseur et passer la main. Très bien. Puisque vous êtes déjà assez bien et confortablement positionné, je vais passer à ma gauche pour présenter quelqu'un d'autre. Vous verrez que je suis très bien entourée ce matin. Il est lui également maire et cette fois-là, nous ne sommes pas à Yaoundé de toutes les façons. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Jacques Maboula Mboya, homme politique. Il a été quand même, de toutes les façons, il va nous donner cette précision. On va savoir s'il est toujours au sein de l'UPF, mais toujours est-il qu'il est à l'origine de la création d'une nouvelle plateforme politique qui s'appelle l'Alliance républicaine. Bienvenue, bonjour. Bonjour et bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Je crois que notre pays, notre très cher et beau pays, traverse un ensemble de crises qui nous interpellent, tous bords confondus. Pour sortir de ces crises et envisager le futur avec sérénité, il est impératif que nous fassions abstraction de toute appartenance partisane, de toute appartenance religieuse, linguistique et tribale, pour envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, gérer les affaires de la République dans un esprit de fraternité, mais aussi de patriotisme, et générer la solidarité républicaine pour promouvoir l'égalité des chances dans tous nos terroirs. L'Alliance républicaine, c'est une plateforme républicaine non partisane qui vise à fédérer toutes les énergies politiques et de la société civile dans le but de faire une offre politique nouvelle, à savoir construire une nation dans l'esprit de la solidarité, de l'égalité des chances et du confort résidentiel minimum pour que l'égalité des chances soit dans chaque terroir et la chose la plus partagée entre tous les citoyens pour créer ce lien d'unité nationale qui s'appelle la confiance entre gouvernants et gouvernés. Mais pourquoi n'avoir pas rejoint les autres plateformes qui militent déjà dans ce sens, qui sont sur place? On parle par exemple de la Kwasik. Je vais vous dire, la politique, c'est du courage. Quand vous allez dans un front politique, il faut être courageux, il ne faut pas faire semblant. Il y a des gens qui égarent véritablement les espérances. On ne fait pas de la politique pour tirer avantage d'un rassemblement.
Et j'ai constaté beaucoup de choses. L'UFP est de la plateforme Kwasik et l'UFP également de la plateforme Pacte républicain. Mais quand on met à chaque fois les égos surdimensionnés, on n'avance pas le Cameroun. Je vais vous dire qu'il y a un parti qui a montré que pour gagner une élection nationale, il fallait pas être seul. C'est le RDPC malheureusement, mais aucun parti n'a tiré leçon de cela. Le président Paul Biya ne va jamais à une élection présidentielle seul. Et pourquoi est-ce que les partis de l'opposition pensent pouvoir gagner une élection en allant seul, alors que financièrement et stratégiquement, ils n'ont pas les moyens opérationnels de gagner une élection? Très bien. Nous reviendrons sur les détails tout au long de cette émission. On va accueillir à présent, j'aime bien le dire, quelqu'un qui fait partie des meubles de ce programme. Il est consultant, journaliste pour La Nouvelle Expression. Et il est surtout connu pour sa forte culture sur les actualités étrangères. Edmond Kamkia, bienvenue. Bonjour Kate. Je salue tous les copanélistes. Je salue également les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je voudrais surtout dire combien je suis heureux que sur ce plateau, il y ait deux maires, donc deux personnalités importantes des communes, des municipales. Je voudrais aussi, et enfin, avant de chuter, dire que le Cameroun traverse une période difficile, notamment dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec des morts, notamment parmi les forces de l'ordre, les forces de sécurité, avec 4 gendarmes tués en l'espace d'une semaine. Je pense que nous devons faire très attention, parce que depuis 1 an environ que la crise anglophone a commencé, il n'y avait que les forces de première et de deuxième catégorie. Avec l'assassinat des gendarmes, on s'achemine vers la descente sur le terrain, si ce n'est pas déjà le cas, des forces de 3e catégorie, c'est-à-dire le BI et les forces spéciales. Nous devons faire très attention. Non, je voudrais demander à toute la nation de beaucoup prier pour ce pays, parce que ce qui est en train de se passer, on a traversé une étape supérieure. Ce sujet, justement, Edmond, est à l'ordre du jour. Donc, on aura la possibilité de revenir avec plus de précision dessus pour faciliter votre compréhension à la maison. Maintenant, on va vous présenter le dernier invité de ce panel, le dernier mais pas des moindres. On a 2 maires, on a un consultant, mais on a aussi un avocat qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Il s'appelle Maître Emmanuel Akbor Achou. Bienvenue, Maître. Barista. Senior barista. Senior barista. Okay. Merci. Bonjour. Bonjour à vous. Je pense que nous devons être patriotes pour une fois et dire à notre gouvernement de se ressaisir, parce qu'ils ont voulu trop vite tuer les mouches avec le marteau et nous sommes maintenant devant une situation de fait accompli. On a donné des propositions de solutions au gouvernement, mais malheureusement, personne ne semble prêt à appliquer ces solutions. Et on invente des choses que nous autres, on sait ne pas être vraies. On invente des choses, on voit des ennemis partout. Je ne sais pas si envoyer des forces de 3e catégorie pour aller lutter contre des civils non armés est une solution de paix ou de guerre. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a une autre armée dans ce pays qui tue les gendarmes. À force d'utiliser des balles réelles sur les citoyens, l'instinct de préservation pousse les gens à se défendre. Il faut qu'on sache, ce n'est pas la solution. Trouver la solution au problème que pose la population. Ça ne sert à rien de tuer des gens. Merci, Maître. Merci à vous, mais ce n'est pas le premier sujet de cette émission. Je sais que vous êtes impatient, chaud bouillant de rentrer dans ce sujet-là. On va commencer, pour ne pas vous décevoir, par le tout premier sujet, celui des 35 ans de Paul Biya, du moins de son accession à la magistrature suprême, qui ont été célébrés sur toute l'étendue du territoire national. Déjà commencé par la fameuse date du 4 novembre 1982, date au cours de laquelle
le président Amadou Ahidjo annonçait sa démission dans son discours adressé au peuple camerounais. Il désignait Paul Biya comme son successeur constitutionnel, demandant alors au peuple camerounais, perplexe à l'heure de ce discours, d'accorder toute sa confiance à ce nouveau président. 2 jours plus tard, donc, nous sommes le 6 novembre 1982, Paul Biya prête serment et axe son action sur des principes tels que la démocratisation de la vie publique, la libération sociale et économique, la rigueur dans la gestion et la moralité des comportements, pour ne citer que cela. Pendant son règne, il rencontre de nombreuses réalités, entre autres 2 crises économiques à gérer, la gestion également des conflits tels que celui au sujet de la presqu'île de Bakassi, la guerre asymétrique contre Boko Haram et plus récemment la crise anglophone. Certains mettent cette célébration sous le signe d'une évidente amélioration, tandis que pour d'autres, le président de la République cumule les échecs. Toujours est-il qu'au cours de cette célébration, on a pu se rendre compte que dans la capitale économique, la capitale politique et dans toutes les autres villes de Douala, les militants du RDPC ont célébré cet anniversaire avec faste. Ce qui me permet de vous introduire, vous, Saint-Éloi Bidon. Votre parti, le RDPC, a longtemps été fustigé de s'accaparer ces anniversaires de célébration de l'accession du président à la tête de la magistrature suprême. Et cette année, rebelote, vous remettez ça. Pourquoi? Non, je crois qu'on ne s'est pas accaparé la célébration de cet événement. Cet événement devrait, en principe, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, on a suivi dans le reportage tout à l'heure que ça devrait être une journée de deuil national. Non, ça devrait être une journée de partage national. Et dans la commune où je suis adjoint au maire, nous avons célébré, co-célébré cette journée avec nos camarades, nos frères du SDF. Et qui, à la fin de la célébration, ont tenu à se déshabiller pour porter la tenue du RDPC. 45 militants du SDF ont quitté le SDF pour le RDPC. Je crois que c'est des gens qui ont compris que l'avenir et le bon sens et le partage sont dans le RDPC. Moi, je ne voudrais pas faire dans la gueule de bois. Le RDPC ne saurait être considéré comme un parti n'ayant pas une part de responsabilité dans ce que les uns et les autres décrivent. Mais vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de défendre un bilan comme celui du président Biya, j'ai toutes les difficultés. D'abord parce que j'ambitionne de remplacer le président Biya à ce poste, n'en déplaise aux uns aux autres dans le parti. Et aussi parce que le président Biya, mine de rien, a de grandes réalisations pour ce pays. Je voudrais dire ceci. En 1982, quand le président Biya arrive au pouvoir, je crois que si le président Biya n'avait pas procédé à l'ouverture démocratique que nous observons ce jour, ce pays eût été éclaté par le maquis. Parce que les gens n'en pouvaient plus. Les gens étaient pris de liberté, avaient la volonté de s'exprimer, mais ils n'y parvenaient pas. Sauf que nous sommes en train de nous éloigner de la question qui a été posée, qui était la question de savoir pourquoi à chaque fois on a l'impression que le RDPC s'accapare de la fête. Vous nous avez pris l'exemple tout à l'heure de certains militants du SDF qui plus tard se sont avérés être des militants du RDPC puisqu'ils ont fait la transition. Mais seulement au sein même de votre propre parti, on a l'impression à un moment que les propres militants ne savent pas de quoi il est question. D'aucuns se rendent dans la rue sans véritablement comprendre qu'aujourd'hui, c'est une date non pas pour le parti, mais pour le peuple camerounais. Non, vous n'allez pas reprocher au RDPC d'avoir l'adhésion des masses. C'est comme ça la politique. Monsieur le maire parlait de politique tout à l'heure. Il faut avoir du courage et il faut être suivi. Mais c'est des masses qui font un suivi mouton. Non, justement, non, vous n'allez pas demander. Nous, au RDPC, on essaye d'éduquer nos masses pour que nous éduquons. Si vous permettez 2 secondes, je vais demander avec, bien sûr, la participation de la réalisation qu'on nous montre un petit extrait qui va fortement nous intéresser sur ce plateau. Pour l'anniversaire du parti, puisque je suis militante, président du comité de base. Je vends les croquettes. Quand je viens à chaque meeting, j'ai quelques paquets de croquettes que je propose aux camarades. Ce n'est donc pas la célébration du 35e anniversaire de la session de la magistrature. On a très bien compris là qu'on avait affaire à une militante qui ne savait pas de quoi il est question. Elle parle de la célébration de la fête du parti. Et qui plus est, elle a la possibilité de venir à cette célébration-là avec sa marchandise. Comment voulez-vous que quand on retrouve des Camerounais
regroupés quelque part en masse, qu'on ne puisse pas mener ces activités quotidiennes qui vous permettent de nourrir votre enfant. Mais je voudrais vous dire que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de militants ont compris l'intérêt d'être au RDPC. Et c'est pour ça que chaque fois que le RDPC fait un regroupement, je veux vous faire une confidence. Ça fait 6 ans que je n'ai pas assisté à un seul meeting du RDPC. Mais j'étais au dernier meeting. Tout simplement parce que j'ai compris, comme beaucoup de militants, qu'il vaut mieux être là que de ne pas être là. Parce que quand ça va se décider, vous ne serez pas là et vous n'aurez pas vu en chapitre. D'accord, je pense que le message est passé. Il vaut mieux être là que de ne pas être là, mais surtout être là pour ses propres intérêts. La preuve avec cette militante qui nous a bien précisé ce qu'elle était venue faire à ce meeting du RDPC. Ça me permet de vous lancer, vous mettre à chaud. Autre célébration ou alors autre fait assez surprenant au cours de cette célébration, c'était non seulement le fait que le RDPC se soit un tout petit peu accaparé de la fête, mais également le fait que les bureaux administratifs aient été fermés pour la plupart. On a eu comme l'impression que c'était un jour férié. Maintenant, quelles sont les répercussions d'une telle action sur, disons-le, l'économie du pays, par exemple? Moi, je ne sais pas pourquoi le peuple camerounais continue à avaler les frasques du RDPC. Je le dis haut et fort, le RDPC doit redéfinir sa position. C'est quoi le RDPC? C'est un parti politique? Est-ce que ce parti politique est légal? Est-ce qu'il est légal? Regardez la loi. Est-ce que ce parti politique est légal? Mais vous êtes là, depuis chaque année, chaque fois qu'il y a élection, vous envoyez un candidat. Est-ce que vous êtes un parti politique? Maintenant, vous avez dit, on ferme les bureaux. Justement, et si ils n'arrivent pas à se mettre en phase avec la loi, les bureaux administratifs, c'est quoi? Tout le pays va trembler selon le rythme de battement du cœur du prince. C'est très grave. On ne peut pas gérer un pays dans l'illégalité. Il faut revenir à la légalité. C'est quoi l'illégalité? Est-ce que le RDP c'est un parti politique? Si vous ne comprenez pas, regardez la loi. Est-ce que c'est un parti politique? C'est quoi? Vous allez me dire. Non, non. C'est un parti politique illégal si vous ne savez pas. Illégal sur la base de quoi, Barista? Au regard de la loi. La loi il a été légalisé par quelle loi? Ou bien vous ne le savez pas? Allez regarder. La loi sur le parti politique a demandé à tous les partis politiques existants de se mettre en phase avec cette loi. Le RDPC et que dit la loi, monsieur? Jamais fait. Cher maître, que dit la loi? Le RDPC n'a jamais fait. Article 2, il ne l'a jamais fait. Que dit la loi? Il n'y a aucun décret qui légalise le RDPC. Est-ce qu'on a besoin d'un décret présidentiel pour qu'un parti politique soit créé? Politique qui n'a jamais été légalisé C'est une simple déclaration, continue monsieur. tous les jours à envoyer des candidats présidentiels qui gèrent le pays. Et nous avalons ça. J'ai dit, mettez-vous en règle. C'est pour cela que vous pouvez vous poser des questions. De savoir pourquoi on doit fermer les bureaux administratifs. Mais tout le monde doit faire ce que le RDPC veut. On voit les sous-préfets qui vont à ces cérémonies avec les voitures CA. Justement, je m'apprêtais à relancer Edmond sur cette question. Si vous avez suivi ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou, si vous avez parcouru la presse tout au long de cette semaine, vous savez bien sûr qu'on a pu voir des préfets au cours de cette manifestation. On prend par exemple le cas du sous-préfet de Douala 1er, de Douala 2e, Didier Bidia, qui était justement à cette manifestation-là en présence de son véhicule de fonction. Ce qui fait quand même dire à beaucoup qu'il existe un lien étroit entre le pouvoir et le RDPC. Effectivement, il existe un lien étroit entre le pouvoir, entre l'État, je préfère dire l'État, parce que c'est un de ses démembrements qui est le gouvernement, mais l'État et le parti politique au pouvoir qu'on appelle le RDPC. Certains, au sein du RDPC, ont souvent dit que le RDPC est proche du pouvoir. Non, le RDPC est le parti au pouvoir, le parti majoritaire, dominant dans toutes les chambres du Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On observe, comme tu l'as si bien noté, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait une bonne vingtaine d'années. D'ailleurs, depuis que l'UNC est devenu le RDPC à Bamenda, le 24 mars 1985, pour évoquer un peu une réponse en passant à la question de Maître Achou, parce qu'il faut dire que le RDPC naît des cendres de l'Union nationale camerounaise, l'UNC qui a existé avant. Et l'UNC est un parti unifié. C'est-à-dire, c'est un ensemble de partis politiques en 1966
qui se sont regroupés pour créer l'UNC. Et c'est l'UNC qui, en 1985, est devenu le RDPC. Ça, c'est pour apporter des éléments de réponse à Maître Achou, en attendant que mon ami Saint-Éloi Bidou ajoute pour le RDPC. Je dois dire ici, la confusion est nette. Et l'opposition, notamment l'ensemble des partis politiques de l'opposition, ont toujours dénoncé la confusion entre l'État et le parti. Et de plus en plus, on observe, même dans les analyses des partis politiques et des journalistes, des leaders, ils disent que c'est l'État RDPC. Et la présence justement des autorités administratives aux meetings et aux manifestations publiques du RDPC, des préfets, sous-préfets, gouverneurs, avec les véhicules de fonction, pendant toute la durée du meeting. Ils ne viennent même pas pour un temps et ils repartent. Ils sont là pendant tout le meeting, comme des militants. Ils tiennent un discours militant, alors qu'ils sont très souvent tenus administratifs. Et ce n'est pas normal. Et c'est ça qui crée la confusion entre l'État et le RDPC. Une des solutions que nous avions évoquées ici, à une certaine période, notamment pendant les années de Brest, dans les débats politiques, quand il y avait encore de sérieux débats politiques, c'était qu'il n'est pas bon que le président de la République reste président national du parti au pouvoir. Dans d'autres pays, notamment les pays véritablement démocratiques, lorsque le leader du parti remporte les élections et accède au pouvoir, immédiatement, il laisse le parti se réorganiser et c'est quelqu'un d'autre qui devient président du parti parce que le président de la République doit être au-dessus des partis. Il ne doit pas être à la fois président national d'un parti et président de la République. C'est la raison pour laquelle, justement, lorsque le 6 novembre 1982, parce qu'en réalité, c'est le lien avec le 6 novembre 2017, pour dire que ce n'est qu'une partie des Camerounais qui se sentent concernés par l'accession de Paul Biya au pouvoir, alors que c'est un événement républicain et non pas un événement partisan. Malheureusement, c'est le RDPC qui en branle, qui est en célébration, alors que normalement, ça devrait être le peuple camerounais, parce que c'est le deuxième président de la République. Et non pas, le 6 novembre, on ne fête pas le président national du RDPC, on célèbre. Et ça devrait être des réflexions, comme disait le professeur Moïsanga Nyamding sur notre plateau, une fois. Il disait que c'était l'occasion de réfléchir, n'est-ce pas, sur l'avenir du pays, sur la République. Parce que le 6 novembre, c'est l'accession du deuxième président de la République au pouvoir. Donc il faut le dénoncer, il faut le regretter, qu'il y ait une confusion qui dure, n'est-ce pas, entre l'État et le parti. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, la société civile et les partis politiques sont fondés à critiquer la composition de l'ECAM, qui est censé être un organe indépendant qui doit gérer les élections au Cameroun. On voit bien que la majorité des membres sont du RDPC. Vous l'avez dit, aujourd'hui, je suis avec vous, Jacques Maboula Mbouya. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il existe une certaine relation incestueuse entre le parti et le pouvoir, relation critiquée par beaucoup. Mais j'aimerais savoir avec vous le rôle trouble joué par le président de la République dans ce qu'on a appelé, dans cette action de phagocyter finalement le pouvoir et de le mettre au service du RDPC. Bon, déjà, je vais commencer par la date du 6 novembre, qui est en fait le commencement du renouveau. Au 6 novembre 1982, le RDPC n'existe pas. Le RDPC va commencer à exister plus tard. Donc, en réalité, première des choses, le 6 novembre, ce n'est pas une fête du RDPC, c'est une fête de la nation Cameroun. Parce que ce jour, tout le monde descendait dans la rue, peu importe les appartenances, tout le monde descendait célébrer l'avènement d'un homme qui était symbole d'espoir, qui était symbole d'une nouvelle république. Mais malheureusement, cet homme va connaître des épreuves et va faire des maladresses, notamment confier la construction de la nation à des hommes qui étaient véritablement des chercheurs d'emploi. Et ces chercheurs d'emploi vont s'accaparer de la ressource de la construction nationale à des fins individuelles. On va assister à une décrépitude des territoires, exactement comme un homme qui a géré une exploitation sans jamais amortir les équipements, les structures et les infrastructures, d'où l'appauvrissement et la décrépitude des territoires, des hommes et des infrastructures. C'est perceptible dans l'état des ponts. Il y a un pont qui venait récemment de tomber à Yabassi, dans le GAM, le pont de Mahé,
un pont stratégique pour les exploitants forestiers. C'est vous dire que le président de la République a confié la construction de la nation à des hommes qui n'avaient aucune vision, mais qui l'ont enfariné, lui ont vendu des illusions et lui ont donné le sentiment que tout allait bien dans tous les territoires. Donc le président de la République n'est pas le principal coupable de cette affaire. Il n'est même pas coupable à vous entendre parler. Il est coupable par omission. Oui. C'est-à-dire qu'il a été incapable de vérifier régulièrement l'état de la construction nationale et de mettre ces hommes sur le banc des accusés. Quand il prend conscience de cette réalité, c'est quand les crises deviennent sévères. Et il se rend compte que, véritablement, ces hommes lui vendaient une illusion et il va rentrer maintenant dans l'état de la nation pour s'apercevoir que la crise est plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Il est question ici maintenant de revenir sur les fondamentaux de la construction nationale, à savoir fixer des objectifs au territoire et véritablement recréer un sentiment de solidarité et d'unité nationale. Cela passe par ce pilier qu'ils ne veulent pas mettre en pratique, la décentralisation. La décentralisation, c'est donner au territoire les moyens de se prendre en charge au quotidien sous la supervision de l'administration. Pour arriver maintenant au RDPC, qu'est devenu le RDPC? Le RDPC est devenu un mouvement de survie alimentaire et de conservation de pouvoir. Ça veut dire que quelques élites se sont accaparées cet appareil politique à des fins d'élévation stratégique au niveau des affaires de la cité, mais seulement une couverture protectrice dans leur démarche de prédation de la nation. Bien. Et je voudrais donc dire, pour terminer, cette démarche conjointe a déstructuré la construction de la nation et a fragilisé de nombreuses communautés au point de générer ce que nous appelons aujourd'hui la crise anglophone d'un côté, les mouvements au nord. La preuve, c'est que le 6 novembre 2017, l'extrême nord est sorti, pas pour fêter, mais pour dénoncer son mal-être. Et ils ont même fait, je crois là-bas, une marche pour dire que ça ne va pas. À partir de ces constats, il est impératif, au-delà des clivages partisans, de dire que la République va mal. C'est le moment maintenant de construire la nation sur des valeurs véritablement républicaines. Saint-Éloi Bidon, au-delà de toutes les critiques qui sont faites envers votre champion, certains quotidiens ont parlé de peut-être une date autour de laquelle on devrait plutôt faire un deuil plutôt que de célébrer. D'autres ont parlé de bilan mitigé. Vous, en tant que militant du RDPC, quel est le bilan que vous faites des 35 ans de votre champion à la tête de l'État? Je voulais être d'accord avec M. le maire que le moment est venu pour une grande réflexion, tant au sein du RDPC que dans tout le Cameroun, pour garantir un avenir paisible à nos enfants. Le président Biya est resté 35 ans au pouvoir, il a fait des choix politiques, parfois bons, parfois mauvais. Nous ne pouvons pas émettre des jugements de valeur sur ce qui n'a pas marché. Mais sur ce qui a marché, je voudrais vous dire que quand le président Biya arrivait au pouvoir, moi j'avais 22 ans, la seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'était la liberté. Parce qu'à 22 ans, j'avais déjà été enfermé pour mes prises de position, mes opinions, à la DGRE, ancienne DIRDOC, ancienne BM avec Mouyakan, je connaissais toutes ces cellules. Vous comprenez ce qui était important à l'époque. Le président Biya l'a bien compris. Les Camerounais sont épris de liberté. Il a fait le choix de la défense des libertés. Et aujourd'hui, M. Agbor, en parlant tout à l'heure, il pointait le doigt comme s'il mettait une république et il défiait toute une république. Non, vous êtes libre de parler. Il y a une époque où il y en a qui ont voulu le faire comme vous. Ils ont médité leur sort en outre-tombe. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler, vous pouvez insulter le président, vous pouvez tout dire. Je vous dis qu'il y en a qui rêvent d'avoir leur plat plein, mais il y en a, c'est par le simple fait qu'ils peuvent librement choisir des dirigeants, librement exprimer leur opinion, librement créer des associations. C'est très important pour des gens qui ont, par exemple, mon âge. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, que certains Camerounais aujourd'hui, on n'avait pas l'opportunité de le faire. Voilà par exemple un des trucs sur lesquels qui constitue une valeur essentielle et dont tous les Camerounais s'en prévalent. Et sur ce point, on peut parler d'avancée, effectivement. On peut effectivement parler d'avancée. Je vous dis que le processus démocratique
est quelque chose de très difficile, parce qu'il faut avoir le tact et le doigté. Sinon, il y a des rapages, tout est foutu. Et le président a mené de manière pédagogique, du moins jusqu'à ce jour. Il a encadré et les partis d'opposition et les militants du RDPC pour que tout le monde s'accorde à reconnaître que personne ne prendra plus le maquis pour aller exprimer ses opinions. Vous n'avez pas besoin de... Vous voyez, vous êtes sur un plateau. Voilà par exemple un des trucs qu'on peut mettre à l'actif du président Biya, qui a été un choix pour lui. Sur le plan économique, j'ai entendu, j'ai lu dans les réseaux sociaux, on disait que le président Biya a trouvé tel nombre de sociétés d'État, la CAMER, le NCPB, l'OPC, tout est en faillite. Mais ce que vous oubliez de dire aux Camerounais, c'est que c'est des sociétés qui avaient été créées dans le cadre d'une politique de dictature de développement. C'était une bonne chose, parce que ça a permis au pays de se développer. Mais on a oublié de vous dire une chose, c'est que toutes ces sociétés étaient subventionnées et aucune ne faisait présenter un bilan en termes de bénéfices. Alors, devait-on continuer à entretenir ces grosses structures qui en fait se sont avérées être de grands gouffres? J'ai dit non. Maître Achou, oui, vous voulez chuter? Non, je voulais juste chuter, parce que vous m'avez demandé de parler du bilan de mon parti. Maître Achou n'est pas mieux placé pour parler du bilan du RDPC. Il ne reviendra pas sur le bilan. Et voilà, justement, laissez-moi donc vous dire, sur le plan éducatif, moi, quand j'allais au lycée, il y avait 3 lycées à Yaoundé. Aujourd'hui, je suis maire dans une commune qui compte 3 lycées, 2 CETIC, un CS et un lycée technique bilingue. C'est nouveau. C'est nouveau. Il faut préciser des vrais lycées de l'époque, parce que ce qu'on a comme lycée aujourd'hui, c'est pire que des cuisines. Non, vous avez la chute. Non, laissez-moi. Qui est dénoncé depuis un an par des enfants, des parents qui refusent de laisser les enfants aller à l'école dans un système. En même temps, Saint-Éloi, il faut qu'on s'accorde sur le fait que l'école... Vous ne pouvez pas dire que les lycées sont des cuisines. Vous connaissez le lycée de Mendon. Le lycée de Mendon est construit sur 6 hectares. Attendez, le lycée Leclerc, il est là depuis les indépendances pratiquement, si je ne m'abuse. Mais les lycées d'aujourd'hui... En 2-3 ans, vous voyez les toilettes qui tombent, les murs qui s'effritent, ça s'écroule sur des enfants. On se pose la question de savoir. Dans de nombreux villages, pour ajouter de l'eau à votre moulin, il n'y a carrément pas de table ronde dans les salles de classe, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Non. La construction de l'école. On ne peut pas... Permettez que je vous dise en tant que candidat. La construction des écoles aujourd'hui, c'est purement du business. Mais je vous dis, la chose la plus importante, c'est que le président a choisi d'investir sur l'éducation. Et un peuple qui est éduqué est un peuple qui peut se défendre et qui peut devenir prospère. Je vous dis, à Yaoundé, vous imaginez le nombre de lycées. Vous connaissez le lycée d'Anguissa, vous connaissez le lycée de Kounou, vous connaissez le lycée de Mendon. J'en passe. Et maintenant, ça coûte plus cher, mais c'est moins confortable. Sur le plan, non, toujours ça coûte plus cher que les lycées d'hier, mais c'est moins confortable. J'aimerais, si vous le permettez, j'ai rêvé dans ma vie d'aller à l'école au lycée, je n'ai pas pu. J'aimerais, si vous le permettez, relancer le seigneur Barista Achou. Messieurs, si vous le permettez. C'était un cadre de formation et je pouvais rester même après les cours pour continuer d'étudier parce que on vous a très bien compris. Permettez qu'on relance le seigneur Barista Achou. On a aujourd'hui sur ce plateau Saint-Éloi Bidon qui fait un bilan assez positif. Certes, ils nuancent, mais c'est un bilan plus positif de leur champion. Mais pourtant, dans la rue, on se rend compte que beaucoup de Camerounais se retrouvent en train de critiquer leur président de la République. D'aucuns lui ont complètement tourné le dos. Pourquoi? Je voudrais rappeler que je ne suis pas seulement avocat, je suis président national de Reform Party. Donc il faut que M. Saint-Éloi sache que... Reform Party. Je ça suis existe, ça. Ah, oui, vous avez des militants en dehors de vous? C'est au moins un parti légal. Il n'est pas illégal comme le vôtre. Oui, allez-y. Bon, j'ai dit donc que lorsque le président Biya a pris le pouvoir, un journaliste lui avait posé la question. Ouais. Comment se porte la signature du Cameroun? Vous vous rappelez? Il a dit la signature du Cameroun est très bonne. Je voudrais que vous parlez à la place de votre champion aujourd'hui. Comment se porte la signature du Cameroun? Nous sommes au FMI avec le chapeau en main pour commander l'argent. Donc, je ne sais pas de quelle célébration vous voulez, de quel bilan vous voulez faire d'un système qui, en 35 ans, nous a envoyé au FMI 2 fois.
les sociétés dont vous voulez parler là, lorsque le président Biya prenait le pouvoir, il y avait combien de directeurs de sociétés parapubliques en prison? Combien? Pour avoir détourné combien? Le régime RDPC a ouvert la porte au détournement des deniers publics. Au point où on a créé la CONAC, on a créé le tribunal criminel spécial. Toujours dans des tentatives, n'est-ce pas, d'arrêter ce phénomène que vous avez laissé évoluer. Parce que c'est le RDPC qui a permis aux fonctionnaires de piller les caisses de l'État. Avec le système laxiste que vous avez mis en place. Lorsque la Constitution dit que le Cameroun est un État unitaire, décentralisé, et vous laissez en place un État hyper centralisé, vous violez la Constitution et vous permettez à certaines personnes de s'accaparer des fonds de l'État. C'est votre fait. Donc vous avez une idée de l'opération. Lorsque vous parlez, je ne vous ai pas arrêté. Lorsque vous dites que les militants du SDF 45 ont enlevé leur tricot pour porter le tricot du RDPC, moi j'ai dit ce sont vos sous-marins que vous avez envoyés au SDF. Parce qu'aucun Camerounais aujourd'hui qui a ses sens ne peut dire qu'un gouvernement, parce que votre président a dit au monde entier, j'ai tout fait, je ne peux pas finir la corruption. Si je manque, corrigez-moi. Je ne peux pas finir le détournement. Oh, mon parti a les solutions pour finir la corruption, pour finir le détournement, pour créer l'emploi. Donnez-nous une seule de ces solutions, Senior Barrister. Pour une seule de ces solutions pour juguler la corruption et très, créer très des simple. emplois, oui. Très simple, la corruption doit être vue secteur par secteur. Je prends la justice. Quand vous partez au tribunal aujourd'hui, la justice ne se rend pas au nom du peuple comme ça, se vend au plus offrant. Je m'excuse, je suis du monde, de ce monde-là. Moi, mon parti propose une solution très simple. Lorsque le justiciable ne peut pas, d'abord, commencer avec le magistrat. Après ces longues années d'études, vous venez lui donner combien comme salaire? Catégorie A de la fonction publique, moins de 200 000. Vous croyez que quelqu'un à qui vous proposez 200 000, qui sera chargé de trancher les milliards, même s'il est Jésus-Christ, il va voir les milliards à laisser. Donc, nous proposons que le salaire des magistrats soit revu à la hausse. Le Gabon paie ses magistrats à 1,5 million. Le Cameroun est à 200 000. Donc, revoyez les salaires de ces gens-là à la hausse. Après ça, maintenant... Vous êtes en train de défendre votre secteur. Non, s'il vous plaît, vous avez demandé une solution. Le fonctionnaire, deuxièmement, le salaire de la République est un magistrat. Laissez-moi donner mes solutions. Vous le savez, deuxièmement, vous n'en avez pas, comme je vous le donne. Deuxièmement, dans l'exercice de ces fonctions, aucun magistrat ne devra venir au contact ni du justiciable, ni de l'avocat. Parce que c'est à ces occasions que ça se passe. Troisièmement, on doit créer au tribunal. Oui, la dernière proposition. Il y en a au moins 5. On doit créer au tribunal ce qu'on appelle le juge de mise en état. Lorsque les affaires arrivent, ce juge doit les recevoir et mettre le dossier d'affaires en état. Quand les affaires sont en état, maintenant, le tribunal va siéger en assemblée générale. Le président du tribunal va désigner un magistrat, le procureur désigne sa part, ils vont en salle avec les parties et ils ne vont pas sortir s'il n'y a pas de décision. Et je veux voir que vous me dites, dans ce genre de situation, si c'est possible que quelqu'un achète. Très bien. On a pu bien noter les propositions qui ont été faites par Senior Barrister Achou ce matin. Et vous, finalement, je vous relance, Edmond. Dites-nous quand même, on a un président de la République qui est certes critiqué, un président de la République qui est pas critiqué, mais plutôt porté au firmament par les militants de son parti. Mais au moins, ce président de la République, on peut lui reconnaître le mérite d'être un artisan de la paix. Parce qu'en 35 années, il a tout fait pour maintenir la paix sociale. Il a développé des stratégies pour que la cohésion sociale soit toujours d'actualité. Est-ce qu'on ne peut pas lui accorder ça au président de la République? Je suis très embarrassé par une telle question, parce que le Cameroun est en guerre, vous le savez. Le Cameroun n'est pas en paix, il est en guerre. Et depuis au moins 2013, en tout cas, Paul Biya lui-même, en mai 2014, lors d'un ministre à Paris, a déclaré la guerre au Boko Haram, vous le savez. À partir de 2014, oui. Et depuis, nous sommes encore en guerre. C'était presque la paix parfaite au Cameroun. Mendiant de la paix, c'était à l'ONU. À l'ONU récemment, le 22 septembre, il a plaidé comme un mendiant de la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix au Cameroun. Il mendie la paix
auprès de la communauté internationale. Il sait lui-même qu'il n'y a pas la paix. Donc il demande le soutien à la communauté internationale pour qu'on vienne en aide au Cameroun, pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Donc le Cameroun n'a pas en paix. Le 6 novembre 82, il a trouvé un pays en paix et un pays prospère. Il a souvent dit, à l'époque, dans ses discours, lorsqu'il l'évoquait si bien, son illustre prédécesseur, rarement, ces jours-ci, il parle encore de son illustre prédécesseur, qui a laissé un pays de paix et en prospérité. Ça me permet de rappeler, n'est-ce pas, une réaction qu'il avait faite à Yves Mourouzi, un journaliste français de regrettée mémoire, qui lui demandait qu'est-ce qu'il aimerait que la postérité garde de lui. Il avait répondu, je souhaite que les Camerounais gardent de moi l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Question, y a-t-il la démocratie au Cameroun? Non. Non. Nous sommes dans un processus qui a commencé dans les années 90, qui n'est pas encore achevé. Nous ne sommes pas encore un pays démocratique. Qui n'a jamais évolué. Le Cameroun est-il encore un pays prospère? Parce que le Cameroun a été un pays prospère lorsque nous étions un pays à revenu intermédiaire. Est-il un pays prospère? La réponse est non. Nous sommes passés de pays à revenu intermédiaire à PPTE. Pays pauvres très endettés. Et on semble s'en enorgueillir. Alors que nous avons fait l'effort d'atteindre le point d'achèvement en 2006, très vite on est retombé encore sous l'ajustement. Donc, nous sommes en réalité très mal partis, pour citer l'expression de René Dumont. Ce n'est plus l'Afrique qui est mal partie, le Cameroun est mal parti dans cette Afrique-là. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, ont pu être faits à une certaine période. Paul Biya, quand il a accédé au pouvoir, il a parlé de rigueur moralisation. Il est vrai, la conjoncture, le contexte de son accession au pouvoir ont fait en sorte que 2 ans après, les choses se gâtent. Il y a eu le putsch avorté du 6 avril 1984. Et sa position vis-à-vis du combat des idéaux qu'il entendait mener, on a eu l'impression qu'il s'en est éloigné. La preuve, c'est que quand il se souvient qu'il avait dit rigueur moralisation, c'est alors qu'on voit l'opération Épervier, qui malheureusement est encore à tête chercheuse. Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on peut analyser, n'est-ce pas, les affaires qui passent au TCS. Et puis la création même du TCS pose un problème à la constitution du Cameroun. Parce que nous avons, avec la naissance du TCS, le texte qui crée et organise le TCS, ça fait en sorte que nous avons l'inégalité entre les citoyens camerounais. Les citoyens ne sont plus égaux devant la loi. Pire, on encourage les gens qui volent. Plus vous volez 50 millions et plus vous avez possibilité non seulement d'être jugé par une cour spéciale, mais vous pouvez faire une demande, rembourser, vous êtes libéré. Et quand bien même vous allez en prison, on vous crée VIP. Un confort VIP. de celui VIP. Alors que le menu fretin, celui qui n'a pas volé grand-chose, il est dans la racaille. Vous voyez, dans la symbolique, dans l'imagerie populaire, ce n'est pas bon pour la justice au Cameroun. Donc, pour chuter, véritablement, je dois dire qu'il y a beaucoup d'occasions manquées. S'il fallait faire un bilan, beaucoup d'occasions manquées, que ce soit sur le plan de la démocratie, que ce soit sur le plan de la gestion économique, la malgouvernance. J'ai le sentiment, personnellement, que le chef de l'État est en train de vouloir se rattraper sur ces manquements-là. Mais le pourra-t-il? Ça fait 35 ans. Et on voit bien, il a dit en décembre 2013, je crois, dans son discours de fin d'année, je crois que c'est le meilleur de ses discours de fin d'année, où il a pratiquement fait le diagnostic de la situation au Cameroun. Quand nous manque-t-il? Il démontrait que tout va mal dans tous les secteurs. Que le Premier ministre ne fait pas son travail, le gouvernement ne fait pas son travail, que les gens sont individualistes. Mais pourtant, il ne nous manque rien, on a tout pour réussir. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, et ça c'est la dernière question pour sortir totalement de cette thématique, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le président de la République réussisse à résorber toutes les difficultés par lesquelles passe le Cameroun? Une chose très simple. Il faut déjà réduire le nombre de caisses allouées au financement des terroirs. Il faut ramener un seul fonds qui s'appellera le fonds de la construction nationale, dans lequel fonds on mettra au moins 20% du budget d'investissement public, les ressources du FECOM, les ressources de la coopération multilatérale et bilatérale, et on fixera un nouveau cap dont l'objectif premier sera
la construction d'un confort résidentiel minimum dans chaque quartier, village et dans chaque ville, etc., où on donnera les besoins, on satisfera les besoins fondamentaux en termes de routes, d'ouvrages d'art, d'accès à l'eau potable, d'énergie, d'espaces de loisirs, de jeux, accès à la santé et naturellement construction des infrastructures véritablement éducatives et ludiques. Ce fonds qui sera transparent sera affecté d'après un texte de loi ou un décret de la République qui donnera à chaque territoire un budget minimum pour réaliser tous les défis de territoire existants. Et on pourra contrôler et vérifier dans le temps. Ce ne sera plus l'affaire d'un ministre qui a la possibilité de dire « j'ai donné tant » pour des réalisations plus ou moins fictives, sans capacité véritable de contrôle des territoires, et on aura ce qu'on appelle une projection planifiée et opérationnelle dans le temps. Merci beaucoup. Peu importe le parti qui sera au pouvoir, si on reste dans les mêmes causes, on aura les mêmes effets. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a une perception claire des enjeux de terrain. Je propose qu'on sorte de ce sujet, mais si on n'a plus beaucoup de temps, qu'on sorte de ce sujet pour prendre la deuxième thématique de cette émission, une thématique qui a beaucoup fait parler nos invités en début de cette émission. Il s'agit de la prévisible radicalisation de la crise anglophone. On retient notamment qu'après de nombreuses revendications caractérisées par des villes mortes, des boycotts, des marches pacifiques, la crise anglophone a pris une nouvelle tournure en début de semaine dernière, la tournure de la radicalisation. Déjà jeudi, 3 hommes en tenue ont été abattus, 2 assaillants en civil tués. Dans une opération de riposte de la gendarmerie, nous sommes dans le nord-ouest. Bien avant, lundi matin, un premier gendarme avait déjà été abattu par un homme cagoulé aux encablures du lycée de Djakeri. Vendredi, c'est le corps d'un autre militaire qui a été retrouvé pas loin d'Akwem. Et là, nous sommes à Manfé, dans le sud-ouest. Ce dernier a été égorgé et sa tête emportée. Si le mode opératoire n'est pas totalement identique, il existe tout de même une similarité qui se caractérise par le fait qu'à chaque fois, les armes des victimes ont été emportées, les munitions également. Au cours d'une sortie, le ministre de la Communication a relayé que les personnes avaient été identifiées et qu'il s'agissait pour la plupart d'assaillants qui ont migré vers le Nigeria voisin. Alors, Maître Achou, vous semblez déjà ne pas être d'accord avec le tableau peint. Cette radicalisation du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on vous pose la question à vous. Que se passe-t-il réellement dans les deux régions anglophones? Il se pose que depuis 1985, les anglophones ont commencé à demander au gouvernement d'améliorer leur situation. Je me rappelle que le chef de la police de l'époque, Denis Ekane, a reçu les anglophones ici à la maison du parti. Et quand on lui a expliqué tout ce qui s'est passé, après cela, le gouvernement a pu créer l'université de Buea, goudronner la ville de Dimbe, Bamenda, Kumba. On a eu 4 premiers ministres d'affilée. Oui. Après ce mouvement, les sécessionnistes, chaque année, hissaient leur drapeau. On les arrêtait et on les libérait après. Mais maintenant, lorsque les enseignants ont demandé au gouvernement de revoir le système éducatif, qui est vraiment défaillant, le gouvernement n'a pas voulu comprendre. On les a dit, dans le système éducatif, regardez le côté enseignement technique. Enseignement technique supérieur, ça n'existe pas chez les anglophones. Il n'y en a pas. Le gouvernement trouve que c'est normal que tout un secteur soit abandonné. Vous êtes en train de nous parler des origines de la revendication, mais là, on veut directement arriver à ce qui se passe, ou alors ce qui s'est passé toute cette semaine. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe cette semaine sans comprendre le devient. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'à cause de ces problèmes qui n'ont pas trouvé solution, au lieu que le gouvernement donne des solutions, ils envoient plutôt des soldats. Parce que tout à l'heure, on a dit que c'était des gendarmes. J'ai dit des soldats. On a voulu tuer une mouche avec le marteau. On envoie les soldats avec les armes de guerre, tirer à balles réelles sur une population non armée. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est l'instinct de préservation. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous tromper ici pour dire qu'il y a une armée. Moi, je suis de Manfé. Je suis désolé. Sur cette même chaîne, j'avais dénoncé que la maison de mon grand-père au village avait été détruite
le 1er octobre. Par qui? Mais pas des soldats. Ils peuvent nier, pas des soldats, c'est eux qui l'ont fait. Alors, maintenant, lorsque la population se défend, on pleure. Donc pour vous, il faut que le gouvernement... La population doit se défendre en tuant les éléments... Mais est-ce que les soldats qui sont allés là-bas tuer, ils ont tué pourquoi? J'ai dit c'est l'instinct de préservation. Vous n'avez pas vu... Bon, le ministre a dit qu'on a trouvé les assaillants. On a arrêté les gens qui étaient auteurs. Est-ce que ces gens-là sont des soldats d'une armée? C'est des civils, c'est des citoyens. Mais si quelqu'un dans son champ, vous le pourchassez, il commence à fuir et il a une opportunité de vous abattre, il va vous laisser. Barista, s'il faut s'en tenir aux investigations de notre correspondant sur place, Frédéric Takan, les assaillants pour la plupart venaient empêcher les enfants de faire la classe, d'aller à l'école. Et ils ont commencé déjà par mettre le feu à des établissements. Comment vous dites aujourd'hui qu'on parle d'une population qui se défend? Se défendre comment? En brûlant des écoles? En empêchant les enfants d'avoir accès à l'éducation? Tout à l'heure, je vous ai dit le système éducatif était en faillite. Vous n'avez pas voulu me laisser finir. Parce que la diaspora qui semble contrôler maintenant toute la population a fait mettre dans la tête de ces gens que ça ne vaut pas la peine d'envoyer les enfants, les abrutis dans ces écoles qui ne sont pas bien pour eux. Et c'est pour cela que c'est mieux qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'ils restent, même s'ils perdent 2-3 ans, après, on va leur donner un meilleur système éducatif. Mais il y a des personnes qui vont à l'école, qui veulent y aller. Et ce sont ces personnes-là, aujourd'hui, qui sont un tout petit peu poussées hors des établissements. Ils sont combien? Et c'est pour cela que ceux qui croient en cette cause vont là-bas pour chasser ceux-là. Pour que la cause, pour que le mouvement soit respecté. Donc, il ne s'agit pas d'une armée venue d'ailleurs. Je dis, c'est la population. Donc, une fois de plus, nous allons envoyer le pire pour aller faire le pire. Et lorsque la communauté internationale va commencer à crier, on va dire non, ils avaient égorgé les gendarmes. Mais ce n'est pas possible. Le problème, c'est quoi? Les gens sont mécontents, ils ont des problèmes. Apporter des solutions à ces problèmes au lieu d'envoyer des soldats. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas de guerre là-bas, il n'y a pas une autre armée. Ce n'est que des Camerounais mécontents qui demandent à ce que le gouvernement écoute leurs revendications et donne des solutions. Des Camerounais mécontents qui sont à la recherche des solutions à leurs problèmes. Pourtant, Edmond, avant la semaine, avant tout ce qui s'est déroulé au cours de cette semaine, d'aucuns étaient quand même d'accord pour dire qu'il y avait une sorte de calme apparent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça a même fait dire à certains observateurs internationaux que les revendications s'étaient épuisées. Mais que s'est-il passé entre la semaine dernière et cette semaine? Oui, c'est vrai qu'il y avait un calme apparent, mais les revendications ne sont pas épuisées, tout le monde le sait. Il reste la question de fond. La question de fond est politique. Et chaque fois que cela a été abordé, malheureusement, en face d'eux, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. Qu'on le veuille ou pas, il s'agit de la forme de l'État. Cette question a toujours été posée. Et j'ai le sentiment que, aujourd'hui, je pense que tout le monde attend le dialogue, l'ouverture d'un forum national de dialogue. Donc il revient, l'initiative doit partir du gouvernement. Il ne me semble pas que lorsque le Premier ministre est descendu sur le terrain avec son équipe, c'était ça le dialogue. À moins, je ne sais pas si c'était ça le dialogue. En tout cas, c'était peut-être une forme de préparation au dialogue. Mais aujourd'hui, au pays comme à l'extérieur, tout le monde attend le dialogue. Et tout le monde attend que les interlocuteurs se retrouvent pour débattre de cette question-là. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le chef de l'État est revenu de l'étranger. À l'ONU, il n'a pas évoqué la question anglophone. Aujourd'hui encore, on attend qu'il évoque cette question à la nation. Ou qu'il fasse lui-même le déplacement. Ou qu'il fasse le déplacement, ou qu'il se prononce sur la question. Et vous voyez, je pense que dans ce silence-là, dans ce pourrissement, il y a eu la radicalisation. Et j'observe également que beaucoup de nos compatriotes de cette partie du pays, du nord-ouest et du sud-ouest, qui étaient véritablement modérés dans leurs opinions, dans leurs sensibilités politiques, se sont radicalisés. Bon nombre sont devenus, en tout cas, partagent les idées des sécessionnistes. Je pense que c'est peut-être ceux-là qui avaient raison. Parce que ceux-là, pour la plupart qui ne sont pas à l'intérieur du pays, qui sont à l'extérieur, ils ont toujours dit que ça ne sert à rien de discuter, de négocier quoi que ce soit avec le gouvernement de la République. Et on a vu ce qui est arrivé à Arbo Bala et tous les autres membres du consortium qui a même été dissous, interdit.
Donc cette manière de faire a plutôt amené ceux qui étaient modérés à s'interroger, à se demander si, mais finalement, est-ce que ce n'est pas les sécessionnistes qui avaient raison? Même s'ils ne sont pas d'accord, au fond, sur l'idée de la partition. Mais je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec la sécession s'interrogent, se demandent si ce n'est pas peut-être la solution. Et c'est très mauvais pour l'unité. Je dis que je suis très inquiet personnellement pour ce pays. C'est très mauvais pour l'unité nationale. C'est très mauvais pour la préservation de l'intégrité territoriale. C'est pour cela qu'il faut ouvrir le dialogue, même sur la forme de l'État. Et il me semble que tous, dans cette partie du pays, au nord et au sud-ouest, n'étaient pas pour la sécession au départ. Beaucoup, dont Maître Bala, est encore pour le fédéralisme. C'est la raison pour laquelle il a été victime d'un incendie au niveau de sa maison familiale. Parce qu'il est pour le fédéralisme et non pas pour la sécession. C'est dire qu'aujourd'hui, quand on observe le fonctionnement même du leadership sécessionniste, on voit que parmi eux, il y a des extrémistes, c'est-à-dire qui sont purement à droite, totalement à droite, mais il y a des sécessionnistes qui sont modérés. Donc, il faut faire avec les modérés. Dans tous les cas, il faut tenir compte des opinions de tous, y compris les extrémistes. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une situation sans écouter ceux qui ont le contrôle de la situation sur le terrain. Pourtant, il faut préciser déjà que cette semaine, on est rentré dans une phase de radicalisation. On a des gendarmes qui ont été tués, des militaires qui ont été tués. On a même des civils et des assaillants. La tournure a été plus radicalisée cette semaine. Qu'est-ce que le gouvernement, ou mieux le président de la République, doit faire pour juguler cette crise? Je vais vous dire quelque chose, et c'est même une démarche diplomatique silencieuse qui était en cours. Parce que le 1er octobre, j'étais appelé à faire un discours au grand meeting du RDPC sur invitation d'une de mes grandes élites qui souhaitait que je prenne la parole lors de ce meeting. À la veille du 1er octobre, vers les 23 heures, il m'appelle et me dit le régional voudrait que tu nous envoies par email le discours avant pour que nous jugions le discours. À ma vérité habituelle, j'ai fait un discours de vérité. J'ai envoyé ce discours par email et quelque temps après, il me dit bon, le discours là ne pourra pas passer. Mais comme je suis un homme qui communique beaucoup, j'ai publié ce discours sur ma page Facebook et ce discours a été repris, je vous le dis très bien, par tous les Camerounais dans tous les pays pratiquement, en anglais et en français. Des professeurs d'université ont traduit librement ce discours en anglais pour qu'il soit compris. J'ai eu des appels et tout le monde pratiquement s'est accordé sur le fait qu'il fallait s'asseoir. J'ai eu des appels venant de toutes les tendances dans le monde anglophone. Ceux qui sont fédéralistes, ceux qui sont sécessionnistes, etc., etc. Ils ont demandé de voir dans quelle mesure s'asseoir sur la base de ce discours vérité. J'ai saisi des autorités dans le but de faire asseoir tous ces hommes autour de cette question. Et la seule réaction que j'ai eue d'une autorité véritablement qui se reconnaîtra, c'était de saisir le représentant du Cameroun aux Nations Unies, M. Monté. Ce que j'ai fait. Mais à ce jour, cette démarche qui visait à remettre tout le monde sur la table n'a plus donné suite. Et généralement, quand vous avez des hommes qui vous disent on va bagarrer, s'il n'y a personne pour dire asseyons-nous et discutons, je préfère que nous discutions pendant 6 mois pour arriver à la paix et limiter la casse. Ça nous permettrait de repartir sur des bases fraternelles. On peut dire qu'aujourd'hui, le président de la République devrait utiliser le discours. C'est le dialogue qui peut nous sortir de l'impasse. J'ai souvent l'habitude de dire, puisque après la guerre, on devra s'asseoir pour discuter, faisons l'économie des morts et de la destruction des infrastructures en commençant par s'asseoir pour discuter et éviter la guerre. C'est ce que je dis souvent. Et je veux dire quoi? Ce n'est pas sur le plan militaire qu'on gagnera le nord-ouest et le sud-ouest. C'est sur le plan diplomatique et patriotique qu'on gagnera cette région. Je reconnais que le ministre délégué à la Défense, Betty Assomo, c'est un brave manager opérationnel en termes de logistique, au résultat qu'il a pu avoir dans l'extrême nord et le grand nord en général. Mais sur la partie nord-ouest et la partie sud-ouest,
Ce n'est pas sur le plan militaire qu'on sortira vainqueur. D'accord, on vous a bien compris. Puisqu'on n'a plus assez de temps, je vais aller vers vous, Monsieur Bidon. Votre gros champion, votre grand champion a été critiqué de mettre en place des mesures cosmétiques jusqu'ici qui ont montré leurs limites. Pourquoi, selon vous, le président de la République ne peut pas rencontrer ces personnes qui n'attendent que ça, pour la plupart, le rencontrer, discuter avec lui faire part de leur réalité? Pourquoi le président tarde à le faire? Discuter avec qui? Et de quoi? Mais les leaders C'est un problème hautement sérieux. On a cru avoir affaire à des revendications corporatistes et on a répondu en apportant des solutions au-delà même de ce qu'ils avaient espéré, que l'agenda caché s'est déroulé. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ont opté pour la sédition, la sécession et la partition du Cameroun. C'est non négociable. Je ne parle pas en tant que militant du RDPC. Je parle en tant que Camerounais et administrateur des communautés. Mais on fait quoi de... Il y a des troubles à l'ordre public. L'État, quand l'audace, quand l'indiscipline se donne toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour établir l'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Ces messieurs dont l'identité est d'ailleurs discutable sur leur camerounité ont décidé de s'aimer la terreur. C'est très grave ce que vous dites. Laissez-moi aboutir. Il est de mon village. Laissez-moi aboutir, monsieur. Laissez-moi aboutir. Quand vous avez parlé des choses qui sont vraies. Je vous dis ce que j'ai sous le cœur. Ayouk Julius est Camerounais de mai et de père. Ayouk Julius qui est le président autoproclamé de l'État fictif d'Ambazonie. Oui. C'est un Camerounais. Voilà donc un monsieur qui autoproclame un État. Il n'est pas Camerounais. Il est ambazonien. Et maintenant, je vous dis que le Cameroun est en guerre. Il faut voir son passeport. Le Cameroun est en guerre. Pourquoi? Parce que il y a des individus qui ont décidé de la partition du Cameroun. Le président Biya a hérité d'un Cameroun uni. Et le RDPC l'a divisé en Cameroun de privilégiés et de lésés. Monsieur Maboula, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Maboula, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Maboula, a mal géré la crise. Vous avez vu le sens de la démocratie. Vous voulez tout faire pour me distraire. Vous n'allez pas me distraire, mais vous allez m'écouter. Oui, allez-y. Je vous dis donc qu'ils ont décidé de la partition du Cameroun. C'est inacceptable. Moi, je suis francophone. Je suis originaire de la région du centre. Je n'accepterai à aucun prix qu'il y ait une partition. C'est non négociable. Le Cameroun est un et indivisible. Maintenant, l'agenda continue à être déroulé. On se rend compte que nos frères de l'Ambazonie contestent la légitimité des autorités. C'est faisable. Ils contestent la forme de l'État. C'est faisable. Moi, je dis, s'il y a un dialogue à amorcer, ce n'est pas sur la forme de l'État, ce n'est pas sur l'article de la Constitution qui dit que le Cameroun est indivisible, parce que ce n'est pas négociable, mais on peut discuter sur la forme de l'État pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a des instances républicaines dans lesquelles on mène ce type de débat. L'Assemblée nationale est là pour ça. Je ne suis pas d'accord avec les cadres du RDPC qui ont proscrit le débat sur la forme de l'État. On peut discuter du fédéralisme à l'université, parce qu'on enseigne ça à l'université. Donc, j'ai dit qu'un débat peut s'ouvrir à ce niveau. On n'a pas besoin que le président de la République vienne patauger dans la gadoue avec ceux qui ont décidé de traîner le pays dans la gadoue. On parle là du président de tous les Camerounais. Oui, je vous dis que quand quelqu'un refuse de vous écouter, arrêtez-vous et écoutez-le. Mais le président les a écoutés. Le président de la République ne s'est pas rendu dans l'extrême nord. Quand Boko Haram était en train de frapper sérieusement de ce côté, on a envoyé l'armée, les comités de vigilance ont été créés. Aujourd'hui, on parle de la crise anglophone qui dure depuis une année. On n'a toujours pas vu le président de la République. Voilà. On peut le lui reprocher. Ailleurs, pour un seul mort, les présidents descendent sur le terrain. Est-ce que le président de la République aujourd'hui a peur de son propre peuple? Non, madame. Il y a un style de gouvernance qui est reconnu internationalement, qu'on appelle le style Biya. Mais le président a entrepris toutes les démarches nécessaires. Il vous a envoyé tout un premier ministre de la République. Il vous a envoyé un ancien premier ministre.
Vous n'avez pas écouté. Il vous a envoyé tous les cadres de la République. Pourquoi le président n'y va pas lui-même? Pourquoi vous vous radicalisez? Il a envoyé là-bas. Nous, on est ici, là. Pourtant, vous êtes... Et je voudrais vous dire quelque chose. Ce sont les enfants des francophones qui sont à l'école dans le nord-ouest. Hein. Ça, vous le savez mieux que tout le monde. Et que ces enfants sont revenus parce que vous les empêchez d'aller à l'école là-bas. Ah bon? Et les nôtres sont où? Je vous assure que les nôtres sont où? J'ai inscrit. Les vôtres, ils sont ici. D'accord. Ah bon? On vous a bien compris, monsieur le maire. Permettez au seigneur barista Achou, finalement, de nous donner son point de vue. On s'est rendu compte dans la presse internationale et même nationale qu'on était à chaque fois en train de critiquer le fait qu'on ait tiré sur des hommes en tenue qui sont supposés protéger la population. Mais parmi les morts, il y a également une civile, une dame qui a perdu la vie. Ne doit-on pas craindre aujourd'hui pour la sécurité même de ses enfants et de la population? Merci. Moi, j'ai dit tout à l'heure que cette situation ne dure pas de la semaine dernière. Depuis le premier, il y a eu perte en vie militaire. Depuis le premier. On ne veut pas dire. Moi, j'ai reçu des informations depuis Manfé. Il y a eu des militaires qui étaient morts et des cadavres étaient à la morgue de Manfé. Donc, il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas parce que ça continue maintenant qu'il faut prendre ça comme un prétexte. On prend ça comme un prétexte pour envoyer le billet. Donc, la situation n'a jamais changé depuis le premier. Tout ce qui a changé là, c'est qu'on a retiré une partie de son militaires. Mais sur le terrain, ça n'a pas changé. Au contraire, les sécessionnistes ont créé leur gouvernement. Ce qui veut dire... La situation est la même. Vous le soutenez, monsieur Maître? Je suis président national de Réforme Parti, si vous avez oublié. Ce que je voudrais dire. Un parti du Cameroun. Un parti du Cameroun. Si vous êtes Camerounais, vous allez comprendre qu'il vaut mieux dire la vérité que d'essayer de voiler les yeux aux gens et laisser pourrir la situation. Donc, c'est mieux pour nous de regarder le problème en face et de trouver de vraies solutions. Et ne pas laisser les gens mourir et ne pas... La vraie solution serait... Le gouvernement de RDCC n'a envoyé aucune condoléance à une famille qui a perdu les gens le premier octobre. Je vous le rappelle. Le gouvernement RDCC n'a envoyé des condoléances à aucune famille. Oui, monsieur Maboula, allez-y. Élever les voix et passionner le débat ne résoudra pas le problème. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut prévenir. Actuellement, s'il y a plus de morts dans la zone anglophone, je vous assure, ça aura un impact sérieux au sein de nos forces de défense. Parce que ces forces de défense sont malheureusement constituées d'anglophones et de francophones. Et les hommes en tenue anglophones ne resteront pas silencieux face au nombre de morts qui va aller croissant dans ces régions-là. Et je vous dis très bien qu'il est impératif pour la nation Cameroun de privilégier la voie du dialogue. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Monsieur Bidou. Avec qui? À part ça, avec qui? La diaspora anglophone a les moyens de soutenir. Une personne à la fois. A les moyens de soutenir. Une personne à la fois. En tant qu'analyste de la situation, je pense qu'il est impératif que le président de la République fasse un dialogue ouvert avec toutes les parties. Qu'on appelle ça sécessionniste ou n'importe quoi, tout le monde doit revenir sur la table et qu'on remette non plus le baume sur la blessure, mais qu'on soigne véritablement cette fracture qui n'est pas anglophone comme francophone, mais plutôt privilégiée contre les... Monsieur le maire, dernière question pour sortir complètement du sujet. Si monsieur Bidon le permet, on vous a également compris, monsieur Bidon. On va poser la dernière question sur cette affaire à Edmond Kamdia. On a pu se rendre compte, et avec la sortie du ministre de la Communication et même des autorités déjà sur cette affaire, que les douilles retrouvées sur place, sur les différents sites de ces attaques, ne correspondaient à aucune arme ou alors aucune munition utilisée en territoire camerounais. D'où la fameuse question, ou alors la pertinente question de savoir d'où proviennent les armes avec lesquelles les assaillants aujourd'hui sont en train d'attaquer les forces de l'ordre. Ce genre de questions, en fait, je pense que ce n'est pas important. Parce que chacun ira dans sa réponse à toutes sortes de spéculations. Voulez-vous entendre dire que ces armes viennent des pays étrangers? On ne veut rien entendre du tout, on s'interroge. Les armes, on peut se procurer les armes au pays ou à l'intérieur du pays. C'est tout à fait clair. Mais on ne va pas désigner un pays d'où seraient venues les armes.
parce que nous n'avons pas la certitude, la traçabilité et la fiabilité. C'est les experts qui peuvent sur la base des douilles, des éléments, dire d'où viennent exactement ces munitions et ces armes-là. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas la qualité du matériel utilisé, ce n'est pas l'arme utilisée, c'est pourquoi ça a été utilisé, c'est pourquoi le soldat a été tué, c'est pourquoi le dialogue n'a pas encore commencé, c'est pourquoi on en reste là, 1 an après. Voilà les vraies questions. D'accord. Et je pense, pour terminer, qu'il faut véritablement ouvrir ce dialogue et associer, comme l'a dit le maire Maboula, toutes les parties concernées. Toutes les parties concernées. Parce que le secrétaire général de l'ONU, il me semble, il était encore ici au pays. Après avoir passé 4 jours en Centrafrique, il a rendu une visite de courtoisie au chef de l'État. C'est une visite de courtoisie et même une visite diplomatique. Parce que, en l'espace d'1 mois, il rencontrait Paul Biya 2 fois. Lorsqu'il est passé ici, il a passé au moins 4 heures au palais de l'Unité. Il n'y a pas eu un communiqué à la fin pour dire on a parlé de ceci ou de cela. Mais tout le monde peut imaginer que la question anglophone a été évoquée. Parce que, à travers son porte-parole, Antonio Guterres avait demandé que s'ouvre une enquête sur ce qui s'est réellement passé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre. Où est-ce qu'on en est avec cette enquête? Je pense que le secrétaire général de l'ONU veut savoir ce qui s'est passé. Il en a sûrement dit un mot là-dessus avec le chef de l'État. Il me semble que le ministre de la Défense lui-même était descendu à Buea pour évaluer ce qui s'est passé. A ouvert à son niveau une enquête judiciaire pour savoir exactement ce qui s'est passé sur le plan militaire dans les régions du sud-est et du nord-ouest. On conclut maintenant sur la question Edmond. Pour la nation, et notamment pour les médias et pour le Cameroun, de savoir où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur ce qui s'est passé le 1er octobre dans ces régions. Et la deuxième question, quand est-ce que le chef de l'État va ouvrir ce dialogue inclusif? L'expression est du secrétaire général de l'ONU, dialogue inclusif. Cela signifie qu'on n'exclut personne. D'accord. On a terminé avec le sujet et on va, avec les 10 minutes qui nous restent, aborder une autre thématique tout aussi importante lorsqu'on parle d'unité nationale et de cohésion sociale. C'est la thématique sur Boko Haram avec l'impossible retour de ces assaillants ou alors de ces personnes qui hier étaient combattants de Boko Haram et aujourd'hui décident de retourner au pays. Déjà dire à ce sujet que dans l'extrême nord Cameroun, on assiste depuis les derniers mois au retour des ex-combattants de Boko Haram. Il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants qui d'abord ont été pris en otage par Boko Haram, ensuite sont devenus des combattants de cette secte islamiste, islamistes-là. Dans tous les cas, de retour, des membres du comité de vigilance sont ceux qui vont jouer le lien entre ces radicalistes et qui vont les ramener jusqu'à l'administration. Et lorsque ces personnes arrivent en territoire national, ils sont d'abord écoutés par l'administration qui va les cuisiner fortement et après ils sont insérés directement dans la population. Ce qui laisse quand même craindre aujourd'hui de la sécurité des personnes, là je suis avec vous Edmond, qui vivent dans l'extrême nord Cameroun. Oui, c'est une question importante. Autant on peut être satisfait de la bonne nouvelle que beaucoup d'anciens combattants de Boko Haram reviennent au pays, notamment les Camerounais reviennent et déposent les armes. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, il ne suffit pas de s'auto-glorifier ou de se féliciter de cela, parce que le plus dur commence. Leur réinsertion dans la vie sociale, comment est-ce que ça va se passer? Et leur réinsertion au niveau même de leur propre famille et du quartier, parce que des informations nous parviennent de l'attitude de ceux-là qui reviennent du front de Boko Haram. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme les anciens soldats américains lorsqu'ils retournaient du Vietnam. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement asocial. Ils sont difficiles à gérer, à contrôler. C'est pour dire quoi en réalité, il est important que le pays, le Cameroun, le gouvernement mette sur pied, n'est-ce pas, toute une structure, toute une commission ou alors tout un organisme avec des anthropologues, avec des médecins, des psychologues, pour pouvoir gérer ces personnes-là. Parce que certaines informations font état de ce qu'il y a une fille qui serait retournée, n'est-ce pas, une ancienne de Boko Haram, elle est rentrée dans sa famille, et 2 jours après, elle a égorgé ses petites sœurs. Elle a eu des cauchemars, elle a égorgé ses petites sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle a vécues là-bas. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. On ne devrait même pas les ramener dans leur famille comme ça, sans une sécurité. Sans un accompagnement. En fait, le mot, c'est l'accompagnement. Il faut un accompagnement psychologique, médical, et même avec tous les autres corps sociaux que j'ai cités tantôt. Alors, je suis avec vous cette fois. Aujourd'hui, on a l'impression au Cameroun qu'on est en proie à de nombreux maux, mais que les bonnes stratégies ne sont pas mises en place. On parle des personnes qui ont combattu 3 ans,
qui ont vécu 3 ans avec des terroristes terroristes confirmés. et qui, une fois revenus au pays, sont quand même accueillis comme des Terroristes enfants confirmés. prodigues. Non, c'est des hommes qui sont infestés par une pensée philosophique nocive. Les extrémistes ne sont pas seulement dangereux parce qu'ils ont une âme, mais parce qu'ils ont une pensée qui n'est pas comme la nôtre. Et ces hommes peuvent véritablement compromettre la survie même de notre nation. Il ne faudrait pas intégrer des hommes issus de tels bords. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Et parce que beaucoup de gens ont perdu du travail, ils ont vendu leur patrie et ont compromis la paix. Et si nous voulons véritablement rétablir la paix dans ce pays, il faut redonner du travail aux hommes qui vont aimer ce pays et ensuite redevenir patriotiques. Ce n'est pas en faisant de la compassion pour des hommes qui ont tué, en condamnant ceux qui ont juste brûlé un drapeau, qu'on va réconcilier les Camerounais. Nous devons véritablement faire en sorte que, déjà ces hommes issus de Boko Haram passent par une école de thérapie et ensuite soient réintégrés, non pas juste en termes d'intégration sur le territoire, mais en termes d'accès à un emploi, à un revenu stable qui va leur permettre de renoncer à ces croyances qu'on leur a vendues, à savoir l'espérance vers un monde meilleur. Le Cameroun, c'est une terre meilleure et c'est par le travail qu'on va le défendre. Vraiment, désolé de vous couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer sur la question et je vous relance. Monsieur Bidon, est-ce que vous pensez que le Cameroun aujourd'hui a les moyens de resociabiliser ces individus? Quand un homme a développé des idées qui poussent au crime, il faut le traiter en criminel. Voilà. Merci. Ça, ce sont des gens, comme l'a dit mon adversaire, ami personnel et tout ce que vous voulez, ce sont des terroristes confirmés. Il n'y a plus de risque à les intégrer qu'en ne les intégrant pas. Et après les avoir intégrés, les ex-Séléka, vous allez faire comment? Vous allez les intégrer. Les nouveaux terroristes que nous avons dans les zones anglophones aujourd'hui, qui ont décidé de terroriser le peuple en tuant des gendarmes et des militaires qui sont faits pour maintenir la paix. Vous allez faire comment? Vous allez les intégrer? Vous allez pardonner? Non. Je crois qu'il faut... Le Cameroun a beaucoup de problèmes en ce moment. Je dis... Comme disait M. Bala, il faut s'asseoir pour discuter. Mais il faut discuter des choses sérieuses et qui sont importantes pour la République. Par exemple, la forme de l'État. J'estime que c'est important et que les uns et les autres comprennent que quand le président disait que ce n'est pas négociable, il parlait de la sécession. Mais il n'a jamais dit que le fédéralisme ne pouvait pas être en débat. Moi, je suis francophone et je suis pour le fédéralisme. Maître Acho, quelle est la vision ou alors la lecture que vous faites? Je pense que ces personnes sont des terroristes confirmés. Et on devait d'abord les juger et passer par une rééducation avant d'espérer les intégrer. On devait les juger au tribunal. Et le tribunal les envoie dans un centre où on va les rééduquer avant de procéder à leur réinsertion. Parce que les prendre comme ça et les mettre directement dans la société. C'est des infiltrés. Non, non, ce sont des infiltrés. Non, c'est pas bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, on doit craindre pour la sécurité du Cameroun de ce côté. On doit craindre. Moi, je pense qu'il faut les juger d'abord. Il faut les envoyer au tribunal pour filtrer, voir ceux qui sont des innocents et ceux qui sont vraiment des combattants. D'accord. Et les envoyer dans un centre de rééducation. Edmond, je vous donne 40 secondes pour conclure sur le sujet. Vous avez quelque chose à rajouter? C'est vrai que vous avez parlé d'un procédé de resocialisation qui devrait, des ex-combattants qui devraient passer finalement par des psychologues. Oui. Mais on n'a pas l'impression qu'au Cameroun, on ait les moyens de le faire. Mais les psychologues ne manquent pas au Cameroun. Il y en a. Il y a des psychologues confirmés. Après, vous on a même des médecins. Nous avons même des médecins à l'étranger. On peut faire venir des compatriotes de la diaspora qui sont spécialisés. Ils vont égorger le psychologue? Non. Disons que c'est une façon de blaguer, sans doute. Non, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas totalement d'accord avec Bidon, qui pense que parce que c'est des terroristes, il faut carrément les traiter comme des criminels. Non, je suis contre la politique des murs. Je pense que quand il aurait pu, ceux-là qui reviennent, les anciens membres de combattants, les combattants de Boko Haram, quand ils reviennent, ils auraient pu rester là-bas et mourir là-bas, continuer à tuer. Il faut qu'ils aient des circonstances atténuantes. Il faut que l'État tienne compte de ça.
Il faut qu'on tienne compte de ça. On peut les resocialiser, mais il y a des conditions. Ils doivent passer par cette thérapie-là. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de... Oui, le Cameroun a les moyens. Non, le Cameroun a les moyens. On a des ressources humaines. Nous avons les moyens. Monsieur Kamia, il faut penser. Il y a un pont chez non, qui est cassé. Écoutez, tu mets toute une partie de la population. Je vais terminer. La population si vous permettez. Allez-y, chutez, Edmond. Investir dans l'éducation des terroristes, vraiment. Je reste dans le principe du dialogue. Autant en ce qui concerne les anciens de Boko Haram, les anciens combattants qui reviennent, qu'en ce qui concerne les extrémistes qu'on appelle les sécessionnistes, dont la plupart sont à l'extérieur. Je pense qu'il faut trouver les moyens de permettre à ceux qui veulent venir au Cameroun, au pays, de revenir. Et pour cela, il y a des formalités juridiques à accomplir. Parce que s'ils viennent, il me semble même, j'ai entendu parler des mandats d'arrêt qui auraient été lancés contre ces gens-là. Pour qu'il y ait véritablement dialogue, permettez-les, pour ceux qui veulent venir au pays, discuter, débattre. On aménage, même sur le plan légal. La morale n'a de sens que si sur le plan légal, on aménage des formules pour leur permettre de venir discuter au Cameroun sur cette question. Parce que s'ils ne peuvent pas venir au Cameroun débattre de cette question, ils vont se radicaliser. Ils vont se radicaliser encore davantage. Mais si quelqu'un se radicalise étant à l'étranger, je vous dis que c'est plus grave. On est tous plus grave. Parce qu'on est tous pour le dialogue. Et reconnaissez donc que l'État a l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour que le Cameroun soit uni. Vous avez déjà vu. Mais tant que nous sommes une armée gagnée, on a terminé, messieurs. On a terminé. Aucune armée n'a jamais gagné une guerre. Messieurs, on a terminé. Merci à vous d'avoir été là tout au long de cette autre édition de Droit de réponse. On se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même chaîne.